Mon père est mort. Son testament laissait la moitié de sa fortune à un étranger. Furieuse, je suis allé le confronter. L'adresse m'a mené à un hôpital. À l'intérieur. Un homme avec mon visage exact. L'infirmière a chuchoté, votre père le venait voir toutes les semaines. Pendant 40 ans. Le murmure de l'infirmière a figé l'air dans la chambre d'hôpital. Votre père lui rendait visite chaque semaine. J'ai fixé l'homme allongé dans le lit d'hôpital. Les lumières fluorescentes au-dessus de nous ronronnaient doucement, comme le font toujours les lumières d'hôpital, mais je pouvais à peine entendre quoi que ce soit au-dessus des battements de mon cœur. Le visage de l'homme ressemblait exactement au mien. Même pommette, même cheveux noirs, même forme des yeux. Pendant un long moment, j'ai pensé que j'avais peut-être enfin perdu la tête. Car 3 heures plus tôt, j'étais arrivée ici furieuse, prête à confronter un inconnu qui avait volé la moitié des économies de ma vie de père. Et maintenant, je me tenais dans une chambre d'hôpital fixant mon propre visage. Mais cette partie de l'histoire n'a pas commencé ici. Elle a commencé 3 jours plus tôt. Mon père est mort un mardi matin. L'appel est arrivé juste après l'aube alors que j'étais encore à la base en Caroline du Nord. Je suis officier de logistique dans le corps des marines, et mes matinées commencent généralement avant que le soleil ne pense même à se lever. Mais ce matin-là, mon téléphone a vibré sur la table de chevet avec un numéro de ma ville natale dans l'Ohio. Je le savais avant de répondre. C'était l'hôpital. L'infirmière parlait doucement, comme le font les infirmières, celles qui ont dû passer cet appel plus de fois qu'on ne le devrait. Madame Dubois, je suis vraiment désolé. Votre père est décédé tôt ce matin. Accident vasculaire cérébral. Rapide. Paisible, a-t-elle dit. Je l'ai remercié, raccroché, et me suis assise sur le bord du lit pendant longtemps sans bouger. Mon père, Robert Dubois, vivait dans la même petite ville près de Dayton depuis près de 50 ans. Il possédait un petit atelier de réparation automobile juste à côté de l'autoroute, le genre d'endroit avec des enseignes décolorées, et l'odeur de l'huile moteur imprégnée profondément dans les sols en béton. C'était le genre d'homme qui réparait les choses discrètement, les moteurs, les clôtures des voisins, les tondeuses à gazon cassées. Mais il ne parlait pas beaucoup de sentiments. Ce n'était pas son style. Lorsque ma mère nous a quittés, et parti quand j'avais 7 ans, il n'a pas dit un mot de travers sur elle. Pas une seule fois. Il a simplement travaillé plus dur. De longues heures à l'atelier, des nuits à équilibrer les factures à la table de la cuisine, des samedis à entraîner l'équipe de ligue mineure. Même s'il n'y connaissait pas grand-chose au baseball, il m'a élevé seul. Et d'une manière ou d'une autre, il a réussi à m'envoyer à l'université et plus tard m'a vu rejoindre les marines. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme d'officier, il se tenait dans la foule portant le seul costume qu'il possédait. Je me souviens de la façon dont il m'a serré la main après, ferme, fier. Ta mère aurait été fière, a-t-il dit. C'était mon père, toujours tourné vers l'avenir, jamais vers le passé. J'ai pris un congé d'urgence et j'ai conduit les 10 heures jusqu'à l'Ohio. La maison semblait exactement la même lorsque j'ai fait demi-tour dans l'allée. La peinture blanche sur les rampes du porche avait recommencé à s'écailler, et le vieil érable dans le jardin penchait un peu plus vers la route que je ne m'en souvenais. À l'intérieur, tout sentait légèrement l'huile moteur et le café. L'enterrement était petit, juste une poignée de parents, quelques gars du garage, et quelques voisins qui connaissaient mon père depuis des décennies. Les gens n'arrêtaient pas de dire les mêmes choses. Robert était un homme bon. Il aidait tout le monde. Ne demandait jamais rien en retour. Je croyais chaque mot de cela jusqu'à ce que le testament soit lu. 2 jours après l'enterrement, j'étais assise dans un bureau tranquille au-dessus de la banque de la ville. L'avocat de mon père, Monsieur Leclerc, était un homme âgé qui connaissait notre famille depuis avant que je ne puisse marcher. Il a ajusté ses lunettes et a ouvert un dossier en papier craft. Votre père a laissé des instructions très claires, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Je ne m'attendais pas à des surprises. La maison me reviendrait. Le garage aussi, probablement. Toutes les économies qu'il avait réussi à accumuler au fil des ans. Mais Monsieur Leclerc s'est raclé la gorge. La moitié de la succession de Monsieur Dubois, a-t-il dit prudemment, doit être transférée à un homme nommé Antoine Leroy. Pendant un instant, j'ai pensé l'avoir mal entendu. Je suis désolé, ai-je dit. À qui? Antoine Leroy. Le nom ne me disait rien. Qui est-ce?
Monsieur Leclerc semblait mal à l'aise. C'est la moitié de son argent, ai-je dit lentement. Oui. La pièce est devenue plus petite soudainement. Mon père avait travaillé 50 ans pour cet argent. 50. Et maintenant, la moitié allait à un homme dont je n'avais jamais même entendu parler. Vous avez une adresse? Ai-je demandé. Monsieur Leclerc a hésité avant de faire glisser une feuille de papier sur le bureau. Centre médical Saint-Jules, a-t-il dit. Lyon, à 3 heures de route. Je n'ai pas dit grand-chose après cela. Je suis rentré à la maison, me suis assise à la table de la cuisine où mon père avait l'habitude de trier les factures, et j'ai fixé l'adresse pendant un long moment. La colère a une façon étrange de vous envahir. Au début, ce n'est que de la confusion, puis des questions, puis lentement, cela devient quelque chose de plus lourd, de plus tranchant. Au soir, je m'étais convaincu d'une chose. Quelqu'un avait profité de mon père. Peut-être qu'il avait rencontré cet homme tard dans la vie. Peut-être que le gars lui avait raconté une histoire triste. Peut-être qu'il l'avait manipulé. Mais il n'y avait aucun moyen que mon père donne volontairement la moitié de ses économies à un étranger. À moins que quelqu'un ne l'ait trompé. Et si quelqu'un avait fait cela, j'allais le regarder dans les yeux. Le lendemain matin, j'ai fait un petit sac, pris l'adresse, et suis monté dans mon camion. Le trajet jusqu'à Lyon a pris environ 3 heures. 3 heures de silence où ma colère grandissait lentement. Le centre médical Saint-Jules se dressait sur une colline surplombant la ville. Un grand bâtiment de briques avec de larges portes vitrées et un parking plein de voitures. Je suis entré en m'attendant à rencontrer un escroc. Quelqu'un de lisse. Quelqu'un de rodé. Mais la réceptionniste a à peine levé les yeux lorsque j'ai prononcé le nom. Antoine Leroy, a-t-elle dit. Chambre 412. Elle de soins de longue durée. Soins de longue durée. Cela n'avait pas de sens. Pourtant, je suis monté à l'étage en ascenseur. Le couloir sentait l'antiseptique et le vieux café. Les infirmières se déplaçaient silencieusement de chambre en chambre. Lorsque j'ai atteint la chambre 412, la porte était légèrement ouverte. Je l'ai poussée doucement. À l'intérieur de la chambre, un homme était allongé dans le lit, et au moment où j'ai vu son visage, le monde s'est arrêté parce que l'homme qui me regardait ressemblait exactement à moi. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte. Pendant quelques secondes, mon cerveau a simplement refusé de traiter ce que mes yeux voyaient. L'homme dans le lit avait mon visage. Pas similaire, pas proche. Exact. Le même front, le même nez dont mon père plaisantait souvent. Même la petite cicatrice au-dessus du sourcil droit, celle que je me suis faite en tombant de mon vélo à 10 ans, semblait se refléter sur son visage, bien que le sien paraisse plus vieux, estompé. La seule différence était le reste de lui. Il était plus mince, beaucoup plus mince. Sa peau avait cette pâleur que les gens prennent après avoir passé trop de mois sous les lumières de l'hôpital. Des tubes partaient d'une machine à côté du lit, ronronnant doucement. Je suis entré lentement dans la chambre. « Bonjour », ai-je dit. Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles. L'homme a tourné la tête vers moi. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, mais pas de surprise, plus comme de la reconnaissance. Puis l'infirmière derrière moi a parlé. « Vous devez être Sophie. » Je me suis retourné. Elle avait la cinquantaine, peut-être la soixantaine, le genre d'infirmière qui avait probablement vu plus de vie que la plupart des gens 2 fois son âge. Son badge indiquait « Martine Vidal, IBOD ». « Comment connaissez-vous mon nom ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé un long moment. Puis elle a jeté un coup d'œil à l'homme dans le lit, et c'est là qu'elle a prononcé la phrase qui m'avait figé plus tôt. « Votre père lui rendait visite chaque semaine. » Mon estomac s'est serré. « Je pense que vous vous êtes trompé de personne, » ai-je dit. Martine a secoué doucement la tête. « Non, » elle a dit, « je ne me suis pas trompé. » Elle est entrée davantage dans la chambre et a fermé la porte derrière elle. L'homme dans le lit continuait de me regarder attentivement. Sa voix est sortie douce. « Tu es elle. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» ai-je demandé. Martine a tiré une chaise près du lit et m'a fait signe de m'asseoir. « Tu ferais mieux de t'asseoir, » a-t-elle dit. Je suis resté debout. « Je vais bien. » Elle a soupiré comme le font les infirmières lorsque les patients insistent qu'ils vont bien mais que ce n'est clairement pas le cas. « Votre nom est Sophie Dubois,
a-t-elle dit calmement. Oui, vous avez grandi à Pont-de-Rocher, Ohio. J'ai hoché lentement la tête. Votre père était Robert Dubois. Maintenant, ma voix s'est durcie. Était? Martine a croisé les mains. Robert venait ici tous les samedis matins pendant 40 ans. 40 ans? Le nombre est resté en suspens. C'est impossible, ai-je dit. Je le saurais. Martine a regardé à nouveau l'homme dans le lit. Antoine, a-t-elle dit doucement. Veux-tu lui dire? Antoine. C'était donc le nom de l'étranger, mais le testament disait Antoine Leroy. Antoine Dubois s'est légèrement déplacé contre les oreillers. Il a étudié mon visage comme quelqu'un étudie une vieille photographie. Puis il a esquissé un léger sourire. Tu ressembles exactement à ce que papa disait. La pièce est soudainement devenue trop petite. D'accord, ai-je dit, forçant le calme dans ma voix. Quelqu'un doit commencer à expliquer les choses. Martine s'est approchée d'une armoire près du lit et a ouvert le tiroir supérieur. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes, des douzaines, soigneusement empilées, toutes adressées dans une écriture que je connaissais mieux que la mienne. Celle de mon père. Elle en a sorti une et me l'a tendue. Mes mains me semblaient étrangement lourdes lorsque je l'ai prise. Sur le devant de l'enveloppe, écrit dans les lettres majuscules soignées de mon père, se trouvaient 3 mots, pour Sophie. Mais l'enveloppe n'avait jamais été ouverte. Il y en a 37, a dit Martine doucement. Une pour chaque année où il a rendu visite après tes 18 ans. J'ai fixé l'enveloppe. Pourquoi sont-elles ici? Parce que votre père nous a demandé de les garder. Pourquoi? Martine a hésité. Parce qu'il n'était pas sûr de ta réaction. Ma mâchoire s'est serrée. Réaction à quoi? Antoine a parlé à nouveau. Tu ne savais pas pour moi. Ce n'était pas une question. J'ai secoué lentement la tête. Non, ai-je dit. Clairement, je ne savais pas. Il a baissé les yeux sur ses mains. Elle tremblait légèrement. Martine a tiré une autre chaise plus près et finalement je me suis assise. Pas parce que je le voulais, mais parce que mes jambes se sentaient soudainement peu fiables. Votre père nous a fait promettre quelque chose, a dit Martine. Quoi? Qu'on ne te parlerait pas d'Antoine à moins que tu ne viennes enquêter. J'ai ri une fois. Ce n'était pas un son joyeux. Eh bien, félicitations, ai-je dit. Me voici. Antoine me regardait attentivement. Tu es en colère, tu penses. Martine a parlé doucement. Sophie, il y a quelque chose que tu dois comprendre. J'ai levé les yeux. Quoi? Ton père t'aimait beaucoup. Quelque chose dans ma poitrine s'est tordu. Je le sais. Il parlait de toi constamment. Antoine a hoché la tête. Toutes les semaines. J'ai frotté mon visage. Alors pourquoi a-t-il donné la moitié de son argent à quelqu'un dont il ne m'a jamais même parlé? Martine a rencontré mon regard. Il ne l'a pas donné à un étranger. Le silence s'est étiré. Je pouvais entendre le rythme lent du moniteur cardiaque à côté du lit. Bip bip bip. Finalement, j'ai prononcé les mots qui se formaient au fond de mon esprit depuis le moment où j'ai franchi la porte de la chambre. Pourquoi ressemble-t-il à moi? Martine n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle a fouillé à nouveau dans le tiroir. Cette fois, elle en a sorti un mince dossier. Dossiers médicaux. Des anciens. La première page portait une date. 17 août 1982. Mon anniversaire. Elle a posé le papier doucement devant moi parce qu'elle a dit doucement, vous êtes né le même jour. Ma gorge s'est serrée. Cela ne signifie pas que. Mais je me suis arrêté parce que soudain, tout dans la pièce prenait un sens terrible. Le visage identique, les lettres, les visites hebdomadaires, la vie tranquille de mon père. Martine a terminé la phrase que je ne pouvais pas dire. Tu n'étais pas enfant unique. Antoine a rencontré mon regard. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans la chambre, sa voix portait quelque chose de plus profond que la curiosité, quelque chose de fragile. Sophie, a-t-il dit doucement. Je suis ton frère. Je n'ai rien dit pendant longtemps. Quand quelqu'un vous dit que toute l'histoire de votre vie a manqué un chapitre, votre esprit ne l'accepte pas tout de suite. Il résiste.
Il recherche des erreurs. Il y a eu une erreur, ai-je finalement dit. Ma voix semblait calme, mais je pouvais entendre la tension en dessous. Je suis enfant unique. Antoine n'a pas discuté. Il m'a juste regardé comme quelqu'un regarde un orage arriver à travers un champ ouvert. Martine a croisé les mains sur ses genoux. Votre père a pris cette décision, a-t-elle dit doucement. Quelle décision? De t'élever comme un seul enfant. Ma poitrine s'est serrée. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les familles. Martine a esquissé un petit sourire triste. Parfois, c'est le cas. Antoine s'est légèrement déplacé dans le lit. Le mouvement semblait lui coûter de l'énergie, mais il a gardé les yeux sur moi. Tu devrais lire la lettre, a-t-il dit. J'ai regardé l'enveloppe toujours dans ma main. Le papier semblait plus lourd qu'il ne le devrait. L'écriture était indubitable. Robert Dubois n'avait jamais rien écrit de fantaisiste. Ses lettres étaient droites, pratiques et soignées comme l'homme lui-même. J'ai ouvert l'enveloppe lentement. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier lignée. Je connaissais si bien sa voix que je pouvais l'entendre dans ma tête pendant que je lisais. Sophie, si tu tiens cette lettre, cela signifie que tu es finalement venue ici. Et si tu es venue ici, alors je suppose que la vérité t'a trouvé. J'ai dégluti. Je voulais te le dire moi-même un jour, mais le temps a une drôle de façon de nous dépasser. Mes yeux se sont lentement déplacés sur la page. Tu n'es pas né seul. De l'autre côté de la pièce, Antoine a baissé les yeux. Toi et ton frère êtes venus au monde le même matin, à 10 minutes d'intervalle. Je me suis penché en arrière sur la chaise. 10 minutes. La lettre continuait, mais les choses ont mal tourné. Martine me regardait attentivement. Antoine est né avec une condition que les médecins ne pouvaient pas réparer. Son cerveau ne s'est pas développé de la même manière que le tien. Ils ont dit qu'il ne vivrait peut-être pas longtemps. Mon père n'avait jamais parlé de ce jour. Pas une fois. Ta mère n'a pas pu le supporter. Il y a eu une longue pause dans la lettre comme si même mon père avait eu besoin de temps pour terminer la pensée. Elle est partie. J'ai fermé les yeux un instant. Cette partie n'était pas nouvelle. Mais la raison derrière elle l'était, cela a laissé les trois d'entre nous. Une petite fille en bonne santé, un petit garçon très malade, et un mécanicien qui n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Antoine a esquissé un faible sourire quand j'ai atteint cette phrase. Il disait ça tout le temps, a-t-il dit. Je l'ai regardé. Tu t'en souviens? Oh oui, a-t-il dit doucement. Il le disait tous les samedis. Tous les samedis pendant 40 ans. J'ai regardé la page. Le médecin a dit qu'Antoine aurait besoin de soins constants, de spécialistes, de thérapie, d'équipement. Des mots que je ne pouvais même pas prononcer. J'ai fait le calcul une nuit à la table de la cuisine. Il n'y avait pas assez d'argent. La pièce était silencieuse sauf pour le moniteur cardiaque à côté du lit d'Antoine. Alors, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je savais ce que la ligne suivante allait dire avant même de la lire. J'ai décidé que l'un de mes enfants méritait une vie normale. Ma gorge s'est serrée. Toi. Les mots reposaient sur la page comme un poids. J'ai trouvé un programme de soins de longue durée ici à Lyon. Les médecins ont dit qu'ils pouvaient donner à Antoine l'attention dont il avait besoin. Mais cela signifiait que je ne pouvais pas élever vous deux de la même manière. Je pouvais presque le voir écrire les lignes suivantes tard dans la nuit sous la lumière de la cuisine. Alors, j'ai fait une promesse. Je t'élèverai fort, et je n'abandonnerai jamais ton frère. Antoine a baissé les yeux sur ses mains. Martine a essuyé doucement le coin de son œil. J'ai continué à lire. Je lui rendais visite chaque semaine, parfois plus quand je le pouvais, mais je ne te l'ai jamais dit. Ma poitrine s'est serrée parce que je voulais que tu grandisses sans culpabilité, sans avoir l'impression que la moitié de ta vie appartenait à quelqu'un d'autre. Je voulais que tu sois assez libre pour courir après tes rêves. Les mots se sont brouillés une seconde avant que je ne les efface. Quand tu m'as dit que tu rejoignais les Marines, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. De l'autre côté de la pièce, la voix d'Antoine était à peine plus qu'un murmure. Il était vraiment fier de ça. Je n'ai pas osé parler. La lettre continuait. Tu es devenue la courageuse, mais Antoine est devenu le patient. J'ai levé les yeux. Antoine me regardait attentivement. Pas avec colère,
pas avec jalousie, juste de la curiosité. Comme s'il avait attendu toute sa vie ce moment. J'ai fini la lettre. Si je suis parti quand tu lis ceci, comprends quelque chose. Je n'ai jamais aimé l'un de vous plus que l'autre. Je t'aimais juste différemment. Les dernières lignes étaient écrites légèrement plus lourdement, comme si le stylo avait appuyé plus fort sur le papier. La moitié de ce que je laisse derrière moi est pour les soins d'Antoine. L'autre moitié est pour la fille qui a porté notre nom dans le monde. Prenez soin l'un de l'autre, papa. La pièce est restée silencieuse après que j'ai terminé. J'ai plié soigneusement la lettre et l'ai posée sur mes genoux. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Finalement, j'ai regardé Antoine. Tu savais pour moi. Il a hoché la tête. Toute ma vie. Et tu n'as jamais essayé de me trouver? Il a haussé les épaules doucement. Papa disait que tu étais occupé à sauver le monde. Malgré tout, j'ai laissé échapper un petit souffle de rire. Tu croyais ça? Bien sûr. Il a souri faiblement. Je le crois toujours. Je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai fixé le plafond. Toute la colère que j'avais portée pendant le trajet jusqu'à Lyon semblait différente maintenant. Pas partie, mais compliquée. Parce que l'homme que j'étais venu affronter n'existait pas. Au lieu de cela, il y avait juste cet homme dans un lit d'hôpital qui me ressemblait. Martine s'est levée et s'est dirigée vers la petite machine à café dans le coin. Vous avez probablement beaucoup à vous dire, a-t-elle dit doucement. Elle a versé du café dans 2 gobelets en papier et m'en a tendu un. Je l'ai pris automatiquement. L'odeur m'a rappelé la cuisine de mon père le matin. Fort, amer, fiable. Antoine me regardait attentivement. Tu es une marine, a-t-il dit. Oui, papa avait l'habitude d'apporter des photos. Cela m'a surprise. Quelle photo? Il a souri faiblement. La remise des diplômes, ton uniforme, l'une de toi debout devant un hélicoptère. J'ai essayé de me souvenir. C'était en Afghanistan. Il l'a montré à tout le monde dans cet étage. Martine a ri doucement de l'autre côté de la pièce. C'est vrai, a-t-elle dit. Nous savions tous qui tu étais. Je l'ai fixé. Vous saviez pour moi. Bien sûr, a-t-elle dit. Robert parlait de toi constamment. Antoine a hoché la tête. Il t'appelait son enfant dur. Ma gorge s'est un peu serrée. Mon père n'avait jamais eu beaucoup de mots pour moi, mais apparemment il en avait utilisé beaucoup ici. J'ai pris une longue gorgée de café. Et toi? Ai-je demandé à Antoine. Qu'est-ce qui m'arrive? Quelles ont été tes journées? Il a haussé légèrement les épaules. Chambre d'hôpital, thérapie, médecin, a-t-il dit sans amertume. Juste des faits. J'ai remarqué une petite télévision fixée au mur à côté du lit. Des nouvelles en sourdine jouaient doucement sur l'écran. Tu sors d'ici parfois? Ai-je demandé. Parfois, a-t-il dit. Il m'emmène dehors quand il fait beau. C'est tout. Il a souri à nouveau. J'ai eu une assez bonne vue de cet érable là-bas pendant environ 20 ans. J'ai suivi ses yeux vers la fenêtre. Un grand érable se tenait près du parking, les feuilles devenant oranges dans l'air d'automne. J'ai senti quelque chose de lourd s'installer dans ma poitrine parce que j'ai soudainement réalisé quelque chose de simple. Alors que j'avais passé 40 ans à voyager à travers le monde, mon frère avait passé 40 ans dans cette pièce. Martine a tiré une chaise plus près. Votre père a fait tout ce qu'il pouvait pour Antoine, a-t-elle dit. Je suis sûr qu'il l'a fait. Non, a-t-elle dit doucement. Vous ne comprenez pas encore. Elle a fouillé à nouveau dans le tiroir et en a sorti un petit carnet, couverture en cuir usé. Elle me l'a tendu. Robert le gardait. Je l'ai ouvert. Les pages étaient remplies de courtes entrées. Date, heure, notes écrites dans la même écriture soignée. Samedi, Antoine a eu une bonne journée. Mardi, la thérapie par la parole s'améliore. 12 avril, lui apporter une casquette de baseball. Page après page, semaine après semaine, année après année. Il avait enregistré chaque visite, chaque changement, chaque petite amélioration. J'ai feuilleté des dizaines de pages avant de le refermer finalement. Il n'a jamais manqué un seul jour, a dit Martine doucement. 40 ans.
Mon père n'avait jamais été du genre à parler de sacrifice. Il le vivait simplement. Antoine a parlé à nouveau. Il apportait aussi des beignets. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tous les samedis, a dit Antoine. Glacé. Martine a ri. Cette partie était très importante. Malgré tout, j'ai souri. Mon père aimait les beignets glacés. Pourtant, la vieille colère a de nouveau remué. Mais pourquoi cacher cela? Ai-je demandé. Pourquoi me mentir pendant 40 ans? Martine a rencontré mes yeux. Il n'a pas menti. Il n'a pas dit la vérité non plus. Non, elle a admis. Parce qu'il avait peur. Peur de quoi? Que tu te sentes responsable. J'ai regardé à nouveau le carnet. Mon père avait toujours été têtu à me protéger des choses. Quand j'avais 10 ans, il avait une fois réparé le toit lui-même pendant une tempête plutôt que de me réveiller. Quand j'avais 16 ans, il avait travaillé 3/4 de travail supplémentaire pour aider à payer ma première voiture. Il avait toujours cru que les fardeaux étaient quelque chose qu'un père portait seul. Antoine s'est déplacé dans le lit. Il a dit quelque chose à ton sujet une fois. Il a dit, quoi? Que tu avais besoin d'être libre. Libre de quoi? De nous. Les mots ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Dehors, les feuilles de l'érable bougeaient au vent. Tu sais ce qui est étrange? Ai-je dit après un moment. Quoi? Je suis venu ici prête à me battre contre quelqu'un. Antoine a ri doucement. Désolé de te décevoir. Je me suis retourné vers lui. Non, ai-je dit doucement. Tu ne l'as pas fait. Mais autre chose avait pris sa place. Quelque chose de plus calme. Quelque chose de plus lourd parce que maintenant je comprenais la vérité. Mon père ne m'avait pas trahi. Il avait simplement porté une vie que je n'avais jamais vue. Et soudain, je me suis demandé autre chose. Antoine, ai-je dit lentement. Oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il a haussé doucement les épaules. Maintenant? Oui. Eh bien, a-t-il dit, tu m'as trouvé et papa est parti. Il a regardé vers le plafond un instant, puis vers moi. Je suppose que maintenant nous devons trouver comment être une famille. Pendant longtemps après qu'Antoine ait dit cela, aucun de nous n'a parlé. Je suppose que maintenant nous devons trouver comment être une famille. Les mots ont flotté doucement dans la pièce. Famille. C'était un mot étrange à appliquer soudainement à un homme que j'avais rencontré il y a moins de 2 heures. Je suis retourné à la chaise et je me suis assise à nouveau. Le café dans ma tasse était devenu froid. Alors j'ai dit lentement, tu m'as connu toute ta vie. Antoine a hoché la tête. À peu près. Et ça allait? Il a esquissé un petit haussement d'épaule. Je n'avais pas vraiment le choix. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je sais. Il a pris une longue respiration. Papa m'a parlé de toi quand j'étais petit. Il a dit que j'avais une sœur qui vivait une grande vie là-bas. Il a fait un geste vague vers la fenêtre. Le monde extérieur. Et tu n'as jamais voulu me rencontrer. Il a souri faiblement. Oh, je voulais. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que papa m'a demandé de ne pas le faire. La réponse a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Pourquoi? Antoine semblait pensif. Il a dit que tu devais construire ta vie sans avoir l'impression de devoir t'occuper de moi. Je me suis penché en arrière sur la chaise. Ça lui ressemble. Martine a parlé doucement du coin. Robert s'en inquiétait beaucoup. De quoi? Que tu abandonnes tes rêves. J'ai ri doucement. Mes rêves impliquaient le corps des marines. Ce n'est pas exactement une carrière flexible. Exactement. Elle a dit. Antoine me regardait. Il m'a dit une fois que si je le découvrais un jour, ce serait parce que je suis venu enquêter. Je l'ai regardé. Eh bien, ai-je dit, techniquement, je suis venu ici pour te crier dessus. Antoine a gloussé. C'est juste. L'humour a un peu aidé. Juste assez pour desserrer le nœud dans ma poitrine. Quelque chose me dérangeait encore. Pourquoi le nom Leroy? Ai-je demandé.
Antoine a fait signe à Martine. C'était l'idée de l'hôpital. Martine a expliqué. Quand Antoine est entré dans le programme de soins de longue durée, votre père nous a demandé de protéger son anonymat. Pourquoi? Il ne voulait pas que les gens de la ville posent des questions. Pont-de-Rocher était le genre d'endroit où les gens remarquaient tout. La pensée des potins à elle seule rendait probablement mon père nerveux. Alors vous lui avez donné un autre nom. Oui. J'ai frotté mes tempes. 40 ans de secret. 40 ans de décisions silencieuses. Quelle est ta condition? Ai-je demandé à Antoine. Il a répondu calmement. Paralysie cérébrale et quelques complications neurologiques. À quel point c'est grave? Eh bien, a-t-il dit avec un demi-sourire, je ne cours pas exactement des marathons, mais ton esprit va bien. La plupart du temps, tu lis tout le temps. Tu regardes les nouvelles tous les jours. Tu te disputes sur la politique avec les infirmières. Martine a levé un sourcil constamment. Antoine a souri. Danger professionnel d'être coincé au même endroit. Cela m'a fait sourire à nouveau. Mais la question la plus lourde restait là. Qu'en est-il de l'avenir? Ai-je demandé. Qu'est-ce qu'il y a? Papa est parti. Antoine a baissé les yeux sur ses mains. Oui. Le mot était doux. J'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. J'avais perdu mon père il y a 3 jours. Antoine l'avait aussi perdu. Mais Antoine avait perdu quelque chose d'autre. La seule personne qui venait franchir cette porte d'hôpital tous les samedis depuis 40 ans. Martine a parlé prudemment. Robert avait pris des dispositions. Quelle sorte de dispositions? Elle a pointé la lettre reposant toujours sur mes genoux. Ton héritage. J'ai compris. La moitié de la succession n'était pas un cadeau. C'était des soins. C'était le loyer pour le reste de la vie d'Antoine. Frais médicaux, thérapie, spécialiste. Mon père avait planifié chaque euro. Je me suis levé et j'ai marché lentement dans la pièce. Il y avait de petits signes de lui partout maintenant que je regardais. Une casquette des Browns de Cleveland accrochée au mur. Un pot à biscuits en forme de boîte à outils sur la commode. Une photo encadrée de moi dans mon uniforme de marine. Papa l'a apportée, a dit Antoine. J'ai pris la photo. Il t'a parlé de mes déploiements. Chaque détail. Qu'a-t-il dit? Antoine a souri. Il a dit que tu étais la personne la plus courageuse qu'il connaissait. Ma gorge s'est serrée à nouveau. Il disait ça toutes les semaines. J'ai reposé la photo. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là parce que j'ai réalisé quelque chose d'important. J'étais venu à Lyon en croyant que mon père m'avait trahi. Mais la vérité était plus difficile à accepter. Il n'avait pas choisi entre nous. Il avait choisi les deux. Et il avait porté le coup seul pendant 40 ans. Je me suis retourné vers Antoine. Tu sais quoi? Ai-je dit. Toi et moi avons des histoires de vie très différentes. Antoine a ri doucement. C'est peut-être le euphémisme du siècle. Mais nous avons une chose en commun. Quoi donc, papa? Il a hoché la tête. Oui. J'ai regardé à nouveau autour de la pièce. Tu as dit qu'il n'avait jamais manqué un samedi. Pas une fois. Ça sonne comme un marine. Antoine a souri. Tu crois? Je sais. Alors, je suis retourné à la chaise et je me suis assise à nouveau. Puis j'ai dit quelque chose que je ne m'attendais pas à dire quand je me suis réveillé ce matin-là. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire? Antoine a cligné des yeux. Quoi? Pour le plaisir. Il a réfléchi un instant. J'aime le baseball. C'est pratique. Pourquoi? Parce que les Girondins jouent ce soir. Ses yeux se sont illuminés. Tu es sérieux? Très. Martine a ri. Tu pourrais regretter d'avoir commencé cette conversation. Antoine s'est penché légèrement en avant. Tu restes longtemps? Je l'ai regardé, puis la fenêtre, puis de retour vers lui. J'ai pris 2 semaines de congé, ai-je dit. Pour l'enterrement. Le sourire d'Antoine s'est élargi. Eh bien, a-t-il dit, on dirait que nous avons des choses à rattraper.
Le premier match de baseball que nous avons regardé ensemble a commencé tranquillement. C'était une diffusion du vendredi soir, les Girondins de Bordeaux jouant contre les Canaries de Nantes. La télévision était accrochée au mur en face du lit d'Antoine, et Martine a aidé à régler le volume avant de nous laisser seuls. J'ai rapproché une chaise. Antoine avait l'air presque excité, comme un enfant qui attendait de la compagnie. « Tu suis le baseball ?» a-t-il demandé. « Pas de près, ai-je admis, mais papa adorait ça. » Antoine a hoché la tête. Il apportait les scores toutes les semaines. La voix des commentateurs a rempli la pièce doucement. Dehors, le soleil était tombé derrière les bâtiments de l'hôpital, et les lumières du parking se sont allumées une par une. Pendant un moment, nous avons juste regardé le match. Pas de conversation lourde, pas de questions sur le passé, juste le rythme lent du baseball. Lancer, swing, bruit de la foule à travers les haut-parleurs. C'était étrangement normal. Et c'est là que ça m'a frappé. Pendant 40 ans, mon père était probablement assis dans cette chaise exacte faisant exactement la même chose, regardant des matchs, parlant de rien d'important, juste étant présent. Je me suis penché en arrière et j'ai croisé les bras. Tu sais, ai-je dit, je pensais être venu ici pour me venger. Antoine m'a regardé. Vengeance? Oui. Pour l'héritage? Oh. Il a souri doucement. Ça a du sens. Je pensais que quelqu'un avait profité de papa. Et maintenant je l'ai regardé. Maintenant, je pense qu'il était peut-être l'homme le plus fort que j'ai jamais connu. Les yeux d'Antoine se sont adoucis. Il l'était. Les Girondins ont marqué au 3e tour. Antoine a levé lentement les 2 bras en signe de célébration. Tu vois, a-t-il dit, tu portes chance. J'ai gloussé. Ne t'y habitue pas. Nous avons regardé quelques manches de plus avant qu'il ne parle à nouveau. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi les Marines? C'était une question simple. Mais la réponse portait des années en elle. Mon père, ai-je dit. Antoine a hoché la tête. Je m'en doutais. Il ne m'a jamais poussé, ai-je continué. Mais il a toujours cru qu'il fallait faire quelque chose de plus grand que soi. Antoine a souri faiblement. Ça me rappelle quelque chose. Je l'ai regardé. Tu veux dire rester ici toutes ces années? Oui. Tu ne l'as jamais regretté? Il a réfléchi un instant. Cette honnêteté a attiré mon attention. Mais le plus souvent, il a ajouté, je pensais que papa avait déjà assez de soucis. Tu t'es occupé de lui. Antoine a haussé les épaules. La famille fait ça. Ce mot à nouveau, famille. Le match s'est terminé tard dans la soirée. Les Girondins ont gagné. Antoine avait l'air satisfait. La meilleure soirée que j'ai passée depuis longtemps, a-t-il dit. Martine est entrée pour prendre de ses nouvelles. Comment ça va ici? Les Girondins ont gagné, a dit Antoine fièrement. Eh bien, c'est déjà un miracle, elle a ri. Elle a vérifié les machines puis m'a regardé. Vous restez à proximité ce soir? J'ai réservé un petit motel un peu plus loin sur la route. Elle a hoché la tête. Vous êtes le bienvenu ici à tout moment. Je me suis levé et je me suis étiré. Mon corps s'est soudainement souvenu du long trajet et de la tempête émotionnelle de la journée. Antoine me regardait. Tu reviens demain? La question portait un espoir tranquille. Je n'ai pas hésité. Oui. Ses épaules se sont un peu détendues. Bien. J'ai marché vers la porte, puis je me suis arrêté. Et, Antoine? Oui. Qu'est-ce que papa parlait habituellement avant de partir le samedi? Antoine a souri doucement. Il disait la même chose à chaque fois. Qu'est-ce que c'était? Il a imité la voix de mon père étonnamment bien. Prends soin de ta sœur si elle apparaît un jour. Ma poitrine s'est serrée. Il disait ça toutes les semaines. J'ai hoché lentement la tête. Puis je suis sorti de la chambre. Le couloir à l'extérieur semblait plus calme maintenant. Les hôpitaux la nuit ont toujours cette sensation comme si le bâtiment lui-même respirait lentement. Martine a marché à côté de moi vers l'ascenseur. Tu t'en es bien sorti aujourd'hui, a-t-elle dit. Je ne suis pas sûr de ça. La plupart des gens seraient sortis en courant.
J'y ai réfléchi. Mais tu ne l'as pas fait. Nous avons atteint l'ascenseur. Avant que les portes ne s'ouvrent, elle a dit autre chose. Votre père était inquiet pour ce moment. Il l'était. Oui. Pourquoi? Il avait peur que tu le détestes. Cela m'a arrêté. Le détester pour avoir gardé Antoine secret. J'ai secoué lentement la tête. Non, ai-je dit, je ne le déteste pas. Bien. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. J'ai fait un pas à l'intérieur. Alors qu'elles se fermaient, j'ai aperçu une dernière fois le couloir menant à la chambre d'Antoine. Pendant 40 ans, mon père avait marché dans ce couloir chaque samedi, seul, tranquillement, portant un secret qui protégeait ses 2 enfants. J'ai conduit jusqu'au motel sous un ciel rempli d'étoiles de l'Ohio. La route était vide, comme les autoroutes rurales la nuit. Et quelque part pendant ce trajet, quelque chose en moi s'est calmé. J'étais venu à Lyon en colère, cherchant quelqu'un à blâmer. Mais au lieu de cela, j'avais trouvé autre chose. Un frère et la vérité tranquille sur l'homme qui nous avait élevés tous les deux. La lumière du matin a traversé les fins rideaux de la chambre du motel et m'a réveillé plus tôt que prévu. Pendant quelques secondes, j'ai oublié où j'étais. Puis tout est revenu. L'enterrement de mon père, le testament, le trajet jusqu'à Lyon, et Antoine. Je me suis assise sur le bord du lit pendant un moment, écoutant le vrombissement du trafic sur l'autoroute à l'extérieur. Quand on passe la majeure partie de sa vie dans l'armée, les matinées commencent généralement par le bruit et l'urgence. Mais ce matin semblait plus lent, plus calme, comme si le monde me donnait le temps de réfléchir. J'ai pris une douche, pris un café au restaurant d'à côté, et suis retourné à Saint-Jules. Le parking de l'hôpital semblait le même qu'hier, mais quelque chose en moi avait changé. Hier, j'avais franchi ces portes en cherchant une bagarre. Aujourd'hui, j'entrais pour voir mon frère. Martine m'a repéré presque immédiatement lorsque je suis arrivé à l'étage des soins de longue durée. Eh bien, a-t-elle dit avec un petit sourire, regardez qui est revenu. J'ai dit que je reviendrais. Antoine regarde le couloir depuis 7 heures. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il est toujours aussi impatient. Seulement quand il est excité. Quand je suis entré dans la chambre, Antoine a levé les yeux de la télévision. Son visage s'est illuminé. Tu es revenu. Bonjour à toi aussi, ai-je dit. Il a ri. Je ne pensais pas que les marines dormaient tard. Nous ne dormons pas tard, ai-je dit, posant un sac en papier sur la table. Mais nous apportons des beignets. Ses yeux se sont écarquillés. Glacés, bien sûr. Il a souri comme un enfant. Papa apportait toujours des glacés. Nous avons pris notre petit déjeuner lentement en parlant de choses simples. Le baseball, la météo, les chances des Girondins cette saison. Cela semblait simple. Et cette simplicité portait un poids tranquille parce que mon père avait construit 40 ans de samedi à partir de moments exactement comme celui-ci. Après un moment, Antoine est devenu pensif. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Comment était papa à la maison? Je me suis penché en arrière sur la chaise. Ça dépend. De quoi? De quelle honnêteté tu veux la réponse? Antoine a souri. Essaie. J'ai regardé vers la fenêtre. Il travaillait beaucoup. J'ai dit, parfois trop. Mais quand il était à la maison, il était stable. Comment? Il réparait les choses. Presque tout. J'ai ri doucement. Voiture, machine à laver, clôture cassée. Une fois, il a reconstruit le tracteur de jardin du voisin à partir de ferraille. Antoine a gloussé. Ça semble juste. Mais la chose la plus importante qu'il a réparée, ai-je ajouté doucement, c'est moi. Antoine a penché la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand maman est partie, j'étais en colère pendant longtemps. Il a hoché lentement la tête. J'imagine. Mais papa n'a jamais laissé cette colère faire de moi quelqu'un d'amer. J'ai fait une pause. Il continuait juste à se présenter. Antoine a souri doucement. Oui, c'était son super pouvoir. La pièce est devenue silencieuse un instant. Puis Antoine a posé la question que je savais qu'elle arriverait éventuellement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je n'ai pas répondu immédiatement parce que j'y avais pensé toute la matinée.
Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, le même érable se balançait dans la brise. Tu sais quoi, ai-je dit lentement. J'ai passé 20 ans dans les marines. Antoine a hoché la tête. Papa me l'a dit. J'ai été stationné dans 5 États et 3 pays. Ça fait beaucoup de déménagements. C'est vrai. Je me suis retourné vers lui. Mais la vérité est que les marines vous apprennent aussi quelque chose d'important. Quoi donc? On ne laisse jamais sa famille derrière soi. L'expression d'Antoine s'est adoucie. Tu ne dis pas ce que je pense que tu dis, n'est-ce pas? J'ai souri. Je prends une retraite anticipée. Ses yeux se sont écarquillés. Attends, sérieusement? Sérieusement? À cause de moi? À cause de nous. Je suis retourné et je me suis assise. Papa a passé 40 ans à s'assurer que nous avions tous les deux un avenir. La voix d'Antoine est devenue plus douce. Tu n'as pas à abandonner ta vie pour moi. Je ne l'abandonne pas. Je la change. Martine est réapparue à l'encadrement de la porte. Tout va bien ici? Je me suis tourné vers elle. En fait, j'ai une question. Allez-y. Cet hôpital prend-il des bénévoles? Ses sourcils se sont levés. Vous êtes sérieuse? Très. Antoine me regardait fixement. Tu déménages à Lyon. J'y pense. Martine a ri doucement. Eh bien, Robert Dubois sourirait bien fort maintenant. Antoine s'est frotté les yeux. Tu vas me faire pleurer. Ne le fais pas, ai-je dit. Tu vas ruiner ma réputation. Il a ri. Plus tard dans l'après-midi, nous avons visité le petit cimetière où mon père avait été enterré. Il se trouvait sur une colline tranquille près de Pont-de-Rocher, entouré de champs de maïs et de vieux chênes. Le vent soufflait doucement dans l'herbe. Je me tenais à côté de la pierre tombale pendant un long moment. Antoine était assis dans un fauteuil roulant à côté de moi. Aucun de nous n'a parlé tout de suite. Finalement, j'ai dit doucement, tu sais, je pensais que papa avait fait une erreur. Antoine a levé les yeux. Quel genre d'erreur? Laisser la moitié de sa fortune à quelqu'un que je ne connaissais pas. Antoine a souri doucement. Mais maintenant tu sais. J'ai hoché la tête. Oui. J'ai posé 2 petites pièces commémoratives des marines à la base de la pierre tombale. Une pour moi, une pour Antoine. Mon père ne m'a pas trahi, ai-je dit doucement. Il m'a fait confiance. Antoine a regardé les pièces. Ça lui plairait. J'ai pris une longue respiration. Puis je me suis légèrement tourné vers la caméra dans mon esprit, vers les gens qui écoutaient cette histoire. Parce que parfois, des histoires comme celle-ci portent une leçon qui vaut la peine d'être partagée. Si vous avez déjà jugé quelqu'un avant de connaître toute son histoire, peut-être prenez-vous un moment pour regarder plus profondément. Si quelqu'un dans votre famille porte un fardeau que vous ne comprenez pas, peut-être posez-vous quelques questions de plus avant que la colère ne prenne le dessus. Et si vous avez eu quelqu'un dans votre vie qui s'est présenté tranquillement semaine après semaine, n'attendez pas qu'il soit parti pour réaliser ce que cela signifiait. Les familles ne sont pas parfaites, mais parfois l'amour travaille tranquillement en coulisses, tout comme mon père l'a fait.